Le festival Les Révélations revenait cette année du 7 au 12 avril 2026. Un festival qui ouvre les coulisses de la fabrication de l'image, mais aussi du son. Et cette année, dans le cadre de la 4e édition, Westrack était présent pour capter plusieurs de ces tables rondes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au festival Les Révélations au cœur du Havre, ici où on questionne donc l'image. Aujourd'hui, je rencontre Aurore Chauvry qui est droniste. On va pouvoir donc découvrir les coulisses de son métier, ce que c'est être droniste. Aurore, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Moi, j'aimerais savoir à quel moment tu as touché pour la première fois un drone ? Alors, moi, je suis réalisatrice et membre du conseil d'administration de Havre de Cinéma. Qui est une association formidable depuis plus de 10 ans, depuis 15 ans même, depuis ce que je suis depuis sa fondation dans l'association. C'est une association qui œuvre beaucoup sur l'éducation à l'image dans la région, je dirais même au niveau du département. Et qui propose une réflexion sur le cinéma d'auteur vraiment intéressante. Et enfin, si vous voulez avoir plus d'informations, on a même la présidente qui est avec nous, Ginette Dissler. Voilà. Donc non, c'est important de le dire parce que c'est une association formidable avec qui on fait beaucoup de choses. Voilà. Moi, je suis habilitée à utiliser le drone. Je suis pilote de drone et brevetée, comme on dit, parce qu'il y a beaucoup de brevets. Depuis les débuts de l'autorisation du vol jusqu'à maintenant, ça a beaucoup évolué et la loi est assez stricte. Donc, je suis donc habilitée à l'utiliser. C'est un outil qui a effectivement beaucoup transformé ma manière de travailler, ma manière de filmer. Parce que c'est une dimension nouvelle, parce que ça ouvre à un regard différent de celui qu'on a au sol. Donc moi personnellement, ça m'a vraiment donné des ailes dans mon métier, parce que je travaille beaucoup dans le paysage, enfin sur le paysage et toutes les questions environnementales de la ressource naturelle. Donc découvrir une vallée, découvrir un flanc de montagne, découvrir un estuaire, un corridor fluvial, etc. Enfin, ça me paraît quasiment incontournable. Après, sinon, moi je trouve aussi que, on en parlera plus tard, mais qu'il y a aussi beaucoup de dérives aujourd'hui avec le drone. Voire même des choses assez moches qu'on a au JT tous les jours en ce moment. Donc on en parlera un petit peu ensemble si vous voulez. Et sinon, au niveau de l'historique, moi j'ai commencé à vouloir tourner en drone à l'heure où il n'y avait pas encore les modèles DJI, qui sont quand même des modèles très facile à prendre en main, même si après, si on veut aller plus loin, si ça devient quelque chose de professionnel, c'est plus difficile. Mais ça n'a rien à voir avec les débuts, où moi j'ai essayé de mettre un boîtier réflexe sur 2 ailes de polystyrène, et avec des amis qui étaient dans l'audiovisuel, on a essayé de les faire voler, ce qui a donné des belles images, mais on dirigeait très mal les choses et on ne savait pas si on allait récupérer notre matériel. Ça pouvait aussi être dangereux, mais en tous les cas, on l'a fait en espace naturel, et ça, il y a bien 15 ans. Ensuite, moi, j'ai toujours trouvé que l'aviation ou l'image embarquée en hélicoptère, moi, ça me paraissait toujours un peu surfait. C'était pas à ma hauteur. Donc, j'avais par contre contacté au début un aérostier. Vous voyez qui est l'aérostier ? C'est quelqu'un qui conduit une montgolfière. Donc là, c'était assez drôle aussi, parce que donc je voulais justement des plans qui sont maintenant à hauteur de drone, mais qui ne sont pas à hauteur d'hélicoptère. Et simplement, avec l'aérostier, il m'appelait à 4h du matin, il disait « Aujourd'hui, c'est bon ». On y allait à 5h30 sur place, et puis finalement, le vent avait tourné, c'était plus bon. Donc on a fait ça pendant une semaine. C'est sportif, faut du temps. Ça c'est l'aventure, hein, mais et parce qu'en fait, moi je filmais une rivière. Donc une rivière, ça a un sens particulier. Donc on doit vraiment suivre le cours d'eau, la vallée. Donc il faut que le vent soit dans le bon sens.
Donc ça, c'était assez drôle, mais voilà, ce sont mes débuts de prise de vue aérienne. Et donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, hein. Même s'il y a des déclarations à faire, on a un drone qu'on peut envoyer à la distance qu'on souhaite. Peut-être pas trop m'attarder sur la présentation, on va y revenir après, mais pour vous montrer un peu comment j'ai essayé d'élargir mon regard. Pardon. Il y avait une non. Donc mon regard, mon imaginaire, je pense que c'est peut-être pas mal que je vous montre une bande démo. J'ai un peu préparé quelques extraits sur les différents films. C'est pas exhaustif, mais en tous les cas, vous pouvez découvrir quelque chose qui correspond à mon travail. On y reconnaît de beaux paysages havrais. On a une belle ville quand même. Le Cap de la Hève, notre Normandie évidemment. Alors moi je voulais revenir à l'origine de ta démarche, puisque là ce que tu as filmé c'est avec ce drone qui se trouve juste à côté de nous, qui est quand même un outil technologique. À l'époque donc c'était plutôt du bricolage, une manière plus artisanale. Qu'est-ce que ça change dans l'image? Est-ce que ça change aussi la réflexion que tu portais à l'époque, puisque tu disais on n'est pas sûr de retrouver notre appareil photo en bas? Tu réfléchissais autrement les plans à ce moment-là? Non, je pense que j'ai toujours pensé qu'un paysage, en fait, il devait être vécu, habité, sensible, quel que soit l'outil qu'on utilise ou la caméra qu'on utilise. Après, c'est sûr que quand on s'affranchit de la technique, c'est quand même une légèreté pour l'imaginaire ou la création. Donc c'est plutôt un confort, mais c'est vrai que moi je me dis faut toujours revenir aux fondamentaux, et que c'est pas parce qu'on a on est capable aujourd'hui avec un drone de faire des 360, de circuler dans tous les sens, d'aller très vite. Mais en fait, c'est pas ce que je recherche. Moi, dans l'image, je voudrais toucher le sensible. Et donc, finalement, quelle que soit la méthode. Mais moi, je suis contente d'avoir connu les débuts où il n'y avait pas de drone, parce que ça m'a permis de réfléchir à ce dont j'avais besoin, ce que je voulais montrer. Voilà. Et souvent, au cinéma, les plans en très, très haute altitude ou très rapides, sont pas sensibles, ne donnent pas les volumes, ne donnent pas les reliefs, ne donnent pas les courbes, les lignes de fuite. Donc voilà, je pense que quel que soit l'outil, finalement, c'est le regard qui est important. Et on le sent vraiment, ton regard, justement, dans ce que tu viens de nous montrer. Alors, pour les auditeurs de Westrack, on vous invite à vous rendre sur ton site pour pouvoir découvrir ces images et voir donc cette sensibilité. Tu mets en valeur notre ville. On voit que tu l'aimes, tu les aimes, ces paysages et ces sujets. On voyait notamment un projet avec Médine. C'est très personnel ce que tu proposes à travers ces images. Oui, je crois que ceux qui viennent me chercher, c'est parce qu'ils savent que j'ai envie de parler aussi de leur paysage, le paysage, de resituer le personnage dans son paysage habité. Et puis ici on a un terrain de jeu qui est formidable. Il n'y a pas un endroit qu'on ne peut pas sublimer, même si je dirais que par exemple, la falaise, ça a été mes premiers vols, de toute façon, que ce soit avec les 2 ailes en polystyrène ou avec le DJI, ça a été mes premiers vols. Aujourd'hui, c'est soumis à beaucoup de restrictions, mais je dirais que cette falaise, elle est autant sublime que fragile. Et finalement, c'est ça dans le paysage. C'est tout le temps cette dualité qu'on rencontre. C'est ça qui m'intéresse aussi. Oui, tu parlais de législation, parce que même nous, on peut acquérir aujourd'hui un drone, mais on n'a pas le droit de le faire voler partout. Donc, il t'a fallu passer des brevets pour pouvoir faire tes images. Oui, alors vous avez...
tout au début, j'ai dû passer un brevet qui s'apparente à la première partie du brevet de pilote. Vraiment faut que je parle plus fort, je crois. Vive les mariés. Donc tout au début, c'était la première partie du brevet de pilote. D'aéronef, on dit habité. Ça, c'est un aéronef non habité. Donc c'était assez costaud. Ça se passait après en direction générale de l'aviation civile, sous haute surveillance, etc. Ensuite, il y a eu le brevet national de drone. C'était le permis A1, A2, A3, qui correspond à des vols en ville, au-dessus de la foule ou en zone naturelle, etc. Et dernièrement, j'ai passé le brevet européen. Cette fois-ci, c'est un brevet, ce qu'on appelle le CATS, pour pouvoir voler avec un drone en ville et qui nécessite en fait un coupe-moteur et un parachute obligatoire avec la loi européenne et française. Donc voilà, ça fait beaucoup de brevets. En fait, il faut savoir qu'il y en a qui volent sans brevet et qui risquent très gros. Lorsque j'ai fait le chantier, j'ai filmé le chantier Bouygues au Havre, il y a un pilote de drone qui voulait faire des images. Alors, est-ce qu'il était pilote, est-ce qu'il était amateur, je ne sais pas, mais il s'est fait arrêter par la police portuaire et il s'est fait emprisonner et il a eu 15 000 € d'amende. Donc, ça refroidit quand même. Voilà. Tout à l'heure, tu disais dans ton introduction que le drone, il révèle des perspectives différentes du sol, évidemment, et on l'a vu tout à l'heure sur les images. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on découvre d'un lieu quand on le filme d'en haut, depuis le ciel, ou vraiment à proximité, comme tout à l'heure, on pouvait raser ces fenêtres des immeubles perrés? Alors, c'est peut-être là où, au début, je m'étais dit, je commencerai par vous montrer une peinture. Parce que finalement, on n'a rien inventé. On a inventé de la technologie, mais le regard, il a déjà été là chez les peintres, en fait. Hein. Ça, donc, si je vous mets par exemple, vous reconnaîtrez peut-être. Alors, je l'ai cherché en Normandie parce qu'il a habité aussi la Normandie. Mais là, malheureusement, c'est dans le Yosémite. Hein. J'aurais voulu trouver quelque chose de plus local. Donc c'est un tableau de David Hockney. On voit déjà qu'il y a des perspectives que moi je cherche en tous les cas, qui sont des amorces végétales au-dessus des canopées, des cimes, et toute une diagonale comme ça de perspectives, suivre une vallée, suivre une crête, etc. Donc, moi ça me parle beaucoup, quoi. C'est déjà une peinture où on a la composition que je recherche en fait dans l'image. Aussi, je voulais vous montrer, ça c'est une peinture de Peter Bruegel, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Alors, peut-être celle-ci, peut-être plutôt celle-ci. Alors ça c'est un peintre de la Renaissance, un peintre flamand. On voit déjà qu'on a une peinture où on surplombe en fait la scène. Et finalement, c'est ça que ça apporte. C'est un autre relief. C'est-à-dire que le personnage, il est ancré aussi dans un paysage, dans un territoire qui a du sens pour lui. Donc d'un coup, il y a tout, quoi. Il y a les acteurs, il y a les usages, il y a le paysage, il y a ici, on comprend, il y a le village, il y a les cultures, etc. Donc ça, moi, je trouve que glisser comme ça d'une culture, d'un bocage, d'un bois jusqu'au village ou des terres, de la falaise jusqu'à la mer, c'est ce glissement-là que je trouve intéressant dans la compréhension. Comment est-ce que tu prépares tes vols? Une fois qu'on a l'autorisation, j'imagine qu'on a envie de lancer le drone et d'y aller, mais il faut quand même préparer ça. Tu prépares le terrain. Est-ce que tu fais des croquis? Tu te fais un plan de ce que tu vas filmer? Alors, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a la loi. Donc, au niveau de la réglementation, c'est très strict. Je dois faire un plan de vol. Je dois détailler de là où je vais décoller
le périmètre de sécurité, la distance à laquelle je vais l'envoyer, mon altitude, et tout est calculé en fonction des lois de l'aéronautique. Il y a la météo, il y a aussi la production. Parce que si je n'ai pas une lettre de mission de la production, je ne peux pas voler. Moi, à titre individuel, je ne peux pas voler. Alors, je parle en ville et dans des lieux sécurisés, voire des lieux dits interdits. Mais bien sûr, si je suis en zone, en dehors de tous les points rouges, il n'y en a plus beaucoup maintenant, mais au-dessus d'un champ, il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas de centrale nucléaire, il n'y a pas d'usine, etc. C'est possible. Mais donc ça demande quand même une préparation réglementaire importante. Puis après, moi, il y a mon point de vue, c'est-à-dire le sens de ce que je veux donner à mes images, ce dont j'ai besoin. Parce que moi, en fait, au début, je me suis dit, bon, c'est pas pour moi, chacun son métier, je vais faire appel à un droniste. Et le droniste me fera des belles images, et puis je les inclurai dans mon montage, dans mon film. Et à chaque fois, ça collait pas, quoi. Ça allait trop vite. J'avais l'impression qu'il passait un coup de balai. Il n'y avait pas de sensible, et puis c'était pas à la hauteur. Ça montrait pas ce que je voulais voir. Donc à un moment donné, je me suis dit, il faut que je saute voilà, faut que je fasse le pas, quoi, et je vais passer mon brevet. Donc c'est comme ça que je suis venue à l'image. Donc du coup, moi, ce que je prépare, c'est vraiment une narration précise, en fait. Où est-ce que je vais inscrire le personnage? Qu'est-ce que je donne à voir autour du personnage? Comment je vais révéler le territoire par rapport à mon sujet? Est-ce que c'est la rivière? Est-ce que c'est la culture? Est-ce que c'est l'érosion d'un sol? Donc voilà. Et puis aussi, ce que je voulais... c'était de me dire que je préfère interroger... comment dire... ce que ça veut dire... qu'est-ce que ça veut dire de filmer d'en haut et d'interroger la technologie pour qu'elle me serve, plutôt que de me dire j'ai la technologie et du coup je fais ce que je veux. C'est un peu ça. Moi, je me posais la question justement des brevets, puisque là, c'est vraiment, on est sur le côté législation, en fait, très loin de ce côté créatif que tu as, bien sûr. Est-ce que ça change justement quand on passe de filmer avec notre manière un peu artisanale à un appareil, des réglementations, un brevet, et on passe sur du pilotage? Est-ce que justement, il y a des moments où tu n'avais pas peur que ça retire ce côté créatif? Tu le disais, ces points où on n'a pas le droit de filmer. Est-ce que ça peut être frustrant parfois, cette partie réglementation? Non, moi je me dirais que c'est plutôt qu'on s'allège, on s'affranchit en fait. Une fois qu'on possède la réglementation et qu'on est dans les clous, on s'affranchit de ces questions-là. Et aujourd'hui, moi j'essaye toujours par exemple de garder mon drone en vue, mais je sais aussi que j'ai la capacité de lui demander d'avoir un retour automatique, que j'utilise jamais. Mais c'est vrai qu'une fois ça m'est arrivé, il est passé derrière un flanc de montagne et il a perdu les connexions avec la radiocommande et il a perdu le GPS aérien dans une cavité, pas une cavité, mais en tous les cas une falaise un peu concave. Donc là, je l'ai fait revenir automatiquement, c'est quand même pratique. Donc non, je dirais que ça nous affranchit. La technologie maintenant, elle permet de nous affranchir de tout ce qui est mécanique, mais on reste quand même très vigilant en fait. C'est pas comme la caméra. On est vraiment. Moi, je me dis toujours, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être en dessous? Est-ce qu'il y a une voiture qui va débarquer à ce moment-là? Est-ce que mon hélice, elle va pas être attaquée? Et puis après, c'est l'expérience, parce qu'on se rend compte qu'il y a souvent des accidents, parce que moi, j'ai jamais eu de crash. Et ça fait depuis 2018 que je vole, mais j'ai jamais eu de crash. Par contre, j'ai eu des incidents. Comme par exemple une batterie qui surchauffe.
qui est prête à s'enflammer, qui se met à bomber, donc des signaux d'erreur. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu un bracelet avec un fermoir, un nouveau bracelet avec un fermoir aimanté, assez puissant. Et ça a complètement déréglé la boussole interne du drone. Et une fois qu'il est parti, il volait en crabe, comme ça, et il fonçait vers les arbres. Donc je l'ai tout de suite fait revenir et je l'ai mis au sol. Donc voilà, donc ça c'était... Et aussi, bon, on est dans une région où il y a beaucoup de goélands. Donc ça a été assez... Enfin, c'est des batailles assez régulières maintenant. On se connaît assez bien, ils connaissent assez bien mon drone. Voilà, donc je sais quand même qu'on n'a pas le droit de les survoler durant la période de nidification, mais disons qu'eux me survolent assez souvent toute l'année. Donc je me rappelle d'un tournage justement à Fécamp. Je me suis dit, je ne suis pas au bord des falaises, cette fois-ci c'est bon, je suis en plein centre-ville. Et au niveau de l'abbatiale, impossible de tourner. Je devais faire le plan en rotation autour de l'abbatiale. Impossible de tourner, il venait tout le temps me piquer en vol. Donc je changeais d'altitude, je déviais, vraiment j'étais obligée de vraiment comme dans un jeu vidéo, quoi. Et puis bon, voilà le référent en communication de la ville qui arrive. Donc je pose mon drone pour le saluer. Et les goélands avaient repéré, mais à 500 mètres, quoi, que je m'étais posée avec le drone. Et ils sont arrivés, mais il est arrivé comme ça, en piqué, quoi. Il allait le dégommer comme ça, et je l'ai retiré au dernier moment. Donc voilà, donc il y a quelques... Et alors il y a une question sur des rapaces qui seraient élevés pour chasser des drones dans le public. Alors ça, je sais pas, j'ai jamais vu. Par contre, moi je sais que j'ai déjà embarqué un son de rapace sur mon drone pour faire fuir les goélands. Ça marche. Ça marche. Et oui. Moi, je me posais une question sur le tournage, puisque du coup, il y a un plan de ce qui va être filmé, mais combien de temps est-ce que ça prend ces séquences? Est-ce que, par sécurité, justement, en cas de goéland ou autre, tu prends un peu plus d'images, de rush, pour ensuite aller découper, pour t'assurer qu'une fois que tu passes à la phase montage, tu aies tout ce que tu veux comme matériau? Oui, alors, c'est pas tant la quantité qui fait la qualité. Parce que je me suis noté des petites notes là, et d'ailleurs je l'avais noté là, parce qu'en fait avant de... J'ai noté, mais bon, je vais m'en souvenir. Mais en fait avant de partir filmer, il faut regarder la météo, le vent bien sûr, l'évolution du vent, il faut regarder les altitudes par rapport à la mer, mais par rapport au point le plus haut. Il faut regarder les obstacles. Si vous avez un château d'eau, des fils électriques, des antennes téléphoniques qui peuvent dérégler le système de la boussole aussi. Si vous avez des zones interdites. Donc, en fait, on regarde beaucoup de choses avant de partir. Et après, moi-même, j'arrive, je sais dans quel sens c'est le soleil. Donc je sais dans quel sens je vais voler, à moins de vouloir faire un vol à contre-jour. Je sais dans quel sens je veux voler. Je sais aussi dans quel sens je ne dois pas voler si je ne veux pas voir l'ombre de mon drone. Et puis, il y a plein de choses à penser, mais on revient toujours sur le fait qu'il faut vraiment savoir quel est le point de vue qu'on veut avoir. Qu'est-ce qu'on veut révéler? C'est quoi notre regard? Parce que là encore dernièrement, moi, je suis partie dans les fjords en Norvège et il y avait beaucoup d'étrangers en vacances à ce moment-là, d'un pays, je veux dire pour dire d'où vient mon drone. Donc il y avait beaucoup de jeunes asiatiques. Et je pense qu'ils étaient très contents d'être en vacances, de voir ces paysages, mais je ne les ai jamais vu regarder le paysage.
Vraiment, j'étais impressionnée de voir ce changement de comportement quoi, en voyage. Et il y avait un arrêt de train, on descend de l'arrêt du train. Il y avait vraiment un magnifique fjord enneigé, les montagnes enneigées, les cascades gelées. C'était magique quoi. Et ben ils n'ont rien regardé, ils ont sorti de quoi filmer, des petites DJ mains, tout ça. Ils ont fait rec, ils ne regardaient pas, ils faisaient rec. Et une fois j'ai remarqué, ils faisaient stop. Et une fois qu'ils avaient fait stop, ils le rangeaient et ils tournaient le dos. Ils n'avaient même pas un dernier regard pour le paysage. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux éviter en fait. Et quand on est avec la petite école de cinéma, quand on est dans l'éducation à l'image, c'est ces questions-là qu'on a envie d'aborder. C'est qu'est-ce qu'on veut regarder et le sens critique de nos images, quoi. Et puis aussi que ça nous fasse encore de l'émotion, quoi, qu'on vive des choses qui nous font palpiter. Justement, tu filmes aussi beaucoup de choses par rapport à la nature. C'est quelque chose qui t'est cher, notamment sur la question du mouvement du drone pour vraiment aller découvrir au plus près ces paysages. C'est quelque chose qui est important pour toi ? Oui, c'est vrai, comme je disais tout à l'heure, en fait, en drone, on découvre tellement plus de choses qu'au sol au niveau de la valeur environnementale. Donc, par exemple, sur l'érosion des sols, si on s'élève, on va voir toutes les ravines, on va voir les lieux d'érosion, on va voir les méandres d'un fleuve, on va voir l'érosion dans un estuaire. On va voir aussi cette dualité, ce conflit entre usine, entre industrie et puis pression agricole, pression liée à l'urbanisme. Enfin, tout ça, c'est quelque chose de tellement visuel quand on est en vol, quoi. C'est quelque chose qui te sert aussi pour l'éducation à l'image, parce que c'est quelque chose que tu fais, notamment dans l'association Havre de cinéma. C'est quelque chose que tu transmets aussi beaucoup, cette question de l'érosion, de ces paysages qui pourraient être amenés à disparaître. Oui, bien sûr. Enfin, moi, j'essaye toujours de glisser dans les films, même liés sur des thématiques qui ne sont pas environnementales, de glisser ce regard-là sur le paysage, ça c'est sûr. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut penser un plan avant de voler. Il faut comprendre ce que signifie filmer d'en haut. Il faut réfléchir aussi à l'éthique de l'image, parce que on n'est pas là à aller filmer dans un jardin les voisins qui sont en train de se mettre en maillot de bain pour aller dans leur piscine, quoi. C'est vrai que moi j'ai rencontré par exemple lorsque je faisais des prises de vue dans une réserve naturelle, c'était dans le glacier noir en fait près de Briançon. Il y avait un drone un amateur qui voulait absolument avoir des images d'un chamois. Il courait après les chamois. Déjà d'une, la vitesse à laquelle il allait, ça fait pas des belles images. Et deuxièmement, les bêtes étaient affolées et il y a des bêtes qui ont sauté. Et il y a un chamois qui est mort, qui est tombé de la falaise. Donc il y a autant la technologie nous donne pas tout pouvoir. Et il faut quand même avoir cette humilité-là de se dire qu'est-ce qu'on fait avec cet engin-là. Et je dirais que c'est comme un couteau, il peut vous servir à sculpter, il peut vous servir à préparer de la nourriture pour votre famille, et puis il peut servir à tuer. Aujourd'hui, on voit malheureusement tous les jours aux informations que aujourd'hui la guerre se fait avec des drones, donc c'est une forme létale. Et donc c'est une arme, aujourd'hui. Parce que justement c'est tellement facile. Et c'est facile parce que c'est un peu comme les réseaux sociaux, c'est-à-dire on l'envoie, c'est pas nous, on n'est pas derrière la caméra. Quand on est derrière la caméra, on se pose, on est obligé de s'expliquer avec quelqu'un qu'on va filmer. Mais là on l'envoie, c'est pas nous, on filme ce qu'on veut, hop, on le reprend, on le range, on peut partir.
C'est cette distance qu'il y a de déresponsabilisation. Donc il faut l'avoir en tête. Donc autant pour le respect de la vie naturelle, on va dire des espèces en danger, des nidifications qu'on peut déranger, qu'avec le respect des êtres humains quoi, en général, ça c'est sûr. C'est une question importante, mais au-delà de ça, moi je me posais juste la question de quand on prend de la hauteur et qu'en effet il y a des piétons qui passent. Tout à l'heure sur les images on voyait des personnes dans les rues. Comme un photographe pourrait prendre des photos comme ça d'une rue, est-ce qu'il y a une législation particulière si c'est une foule, on peut diffuser l'image. Est-ce que c'est la même chose pour le drone et c'est aussi une question que vous abordez notamment lors des brevets? Oui. Alors il y a une différence entre la foule qui est là pour un tournage et ils sont d'accord à être filmés et on passe au-dessus eux, c'est dans le contrat et le plan est préparé, on sait qu'il y a telle foule en dessous le drone. De toute façon c'est une déclaration particulière, il y a 1, 2 et 3 dans les scénarios et il y a un des scénarios qui concerne le survol de foule. Donc là de toute façon c'est encadré, les gens ont signé, il n'y a pas de souci. Si par contre vous survolez une zone interdite et que vous n'avez pas demandé l'autorisation, vous êtes en infraction. Après, si vous survolez par exemple une voiture dans la rue, une rue très passante, en général, si c'est avec la production, on s'arrange pour prendre un arrêté de la circulation. Et puis après, on peut aussi survoler, j'ai déjà survolé des cars sur une nationale, mais je ne suivais pas le car de derrière, je l'avais latéralement dans le champ. Donc à ce moment-là, je ne survole pas de foule, et je suis effectivement un trafic intense de circulation, mais je ne suis pas sur la route. Voilà. Après, il faut savoir que les réalisateurs, des fois, me demandent des choses impossibles. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois. Il fallait sortir par la fenêtre, passer au-dessus d'une foule, faire le tour d'un monument et puis revenir par l'autre fenêtre, quoi. Donc là j'ai dit on va décomposer, on va pas faire ça en une seule fois. Et puis sachant que les hélices tournant, j'avais 1 millimètre de droit à l'erreur pour pouvoir passer dans la fenêtre. Donc ça c'est pas possible. Mais il y a des fois, je me suis surprise à faire des choses parce que finalement, je suis sortie par une fenêtre une fois. Je sais qu'il n'y avait pas de foule en dessous. C'était faisable. Oui, des fois, on peut tenter des choses quand il n'y a pas de... On met personne en danger, quoi. Depuis le début de ton utilisation du drone, ils ont bien changé. J'imagine qu'aujourd'hui encore, il y a des nouveaux modèles. Toi, est-ce que tu es satisfaite de celui que tu utilises? J'ai l'impression qu'il y a même une relation. Enfin, c'est ton drone, c'est vraiment un objet en lequel tu as confiance pour t'aider à apporter les images que tu souhaites. Mais tu voudrais peut-être changer, aussi tester d'autres choses, d'autres manières de filmer? Alors, moi, j'utilise pas que celui-ci. Celui-ci, c'est celui que j'utilise le plus. Mais en fait, des fois pour le cinéma, il y a des drones Inspire, donc ils ont pas 4 pattes mais 6 pattes. Et qu'est-ce que ça change, le nombre de pattes? En fait, ils peuvent embarquer plus lourd, donc ils peuvent embarquer une caméra avec un objectif. Donc on peut changer les objectifs et mettre des objectifs cinéma. Donc ça, c'est des drones que j'ai déjà fait décoller. Et puis on a aussi le drone avec un casque où on est en immersion. On est en 360 et là on peut vraiment suivre le paysage comme quelqu'un qui aurait des ailes. Là, je ne sais plus comment ça s'appelle, celui qui saute des montagnes avec une combinaison à ailes. C'est la même chose, quoi. On a les mêmes vues. Donc il y en a. Après ça. C'est vrai que si on prend un drone comme ça en immersion et qu'on donne la sensation de vivre ce que vit un oiseau, c'est super. Par contre, dans un documentaire, si on va à toute vitesse, moi j'en ai pas trop l'intérêt personnellement. Parce que dans le documentaire, je préfère révéler très doucement. Il y a même des réalisateurs qui me demandent de ne pas avoir beaucoup de mouvement.
d'avoir juste l'altitude et le bon angle, le bon cadre, mais pas beaucoup de mouvement. Donc c'est pas parce qu'on va vite et qu'on fait des figures que ça va être joli, quoi. Il y a d'autres choses que tu voudrais révéler, d'autres images, d'autres choses que tu aimerais explorer par la suite ? Je crois qu'on découvre toujours, mais c'est surtout la géographie qui nous fait découvrir des choses. Parce que... oui, je crois que c'est le territoire géographique que j'ai envie de découvrir. Parce que finalement, le drone, c'est un outil, quoi. Là, je voulais vous montrer, c'est un plan séquence. Et en fait, c'est les coulisses d'un plan séquence. Alors, c'est pas de très bonne qualité, mais c'est le drone dont je vous parle, le Inspire. C'est un drone avec la caméra qui est embarquée. Mais là, pour le coup, il faut vraiment être plusieurs. Parce qu'il faut quelqu'un au décollage, il faut quelqu'un au moniteur, au retour. Il faut quelqu'un qui pilote, quelqu'un qui surveille le gimbal. Donc, il faut être assez nombreux. Et là, justement, il y a survol de foule. Et voir comment, en fait, d'un plan drone, ils en arrivent à rentrer dans un bâtiment où il y a plein de monde et sans que le plan s'arrête. Donc, non, c'est pas moi qui l'ai tourné. C'est dans un film qui s'appelle Bis Repetita. Vous le voyez là ? Donc en dessous, vous avez le droniste. Et puis, vous allez voir l'image qu'il filme en haut. Allez-y les gars. C'est un peu court, mais si je vous montre à cet endroit-là, ils sont à 1, 2, 3, 4, je crois. Donc il supprime les hélices et il continue avec le gimbal de la caméra du stabilisateur et il continue le plan en fait à l'intérieur du bâtiment. Bon, voilà, si tu me disais qu'est-ce que je pourrais imaginer, ça j'aimerais bien faire un plan comme ça. Ça c'est un peu sportif quand même, parce que finalement le drone continue d'avancer. En fait, déjà ça fait beaucoup de vent, donc en intérieur avec beaucoup de monde concentré. Je pense qu'il y a déjà un problème à l'image avec le vent et puis il y a un problème quand même de sécurité, de rapprochement. Parce que là il y a quand même 6 bras, un hélicoptère ça fait. Je sais pas si vous avez déjà été à proximité d'un hélicoptère qui décolle. C'est incroyable. C'est d'une violence. Moi mon drone il est tout petit là. Mais pour raconter une anecdote, c'était justement au glacier noir, en altitude, on était à 2500 mètres d'altitude. Et puis, je suivais un peintre, un poète, qui fait des triptyques, mais gigantesques, dans la montagne. Donc il pose ses papiers et ses gouaches, il peint la montagne, en fait il a un dialogue avec la montagne, c'est magnifique. Et donc on était comme ça, on avait marché en altitude avec tout le matériel et ses pinceaux et mon matériel, etc. Puis il avait peint et on devait redescendre avant la nuit, quoi. C'était parce qu'on avait beaucoup de marches. Et il dit, mais il faut sécher les peintures, on peut pas les remballer comme ça, on est obligé d'attendre, tu veux pas faire passer le drone. Et donc à la fin, j'ai fait des passages en drone pour sécher les peintures. Ça a été très vite en fait. Donc c'est pour dire que ça dégage du vent. Hein. Donc c'est pour ça, je pense qu'on est obligé de le détacher de ses hélices, quoi. Ça c'est un plan, vous allez reconnaître. C'est pour dire qu'il y a des choses qu'on découvre, qu'on ne voit pas du sol. Alors, normalement, on doit garder le drone en vue, on dit. Mais la plupart du temps, même quand on ne l'a pas très loin, il faut faire confiance à sa boussole et à son écran de retour pour savoir où il est situé. Mais en fait, comme normalement, dans le film, justement là, c'était pour me faire plaisir, parce que dans le film, il fallait que je voie le sol. Il fallait que je voie en fait la réserve, les bassins dans la réserve naturelle de l'estuaire. Donc ça marche pas du tout. Donc voilà, la typique, quelque chose qu'on peut pas voir avec nos yeux propres au sol, au niveau du pont de Tancarville en fait.
on a une brume épaisse. C'est là où on rejoint encore la peinture. On peut très vite avoir les brumes de coraux, les ciels de Turner, et puis d'avoir des levées du soleil ou des couchers de soleil splendides. Enfin, ça, c'est vraiment un plus. On arrive à la fin de notre échange, mais on va avoir le temps pour des questions publiques, parce que je pense que le public a plein de questions. Nous, on va dire au revoir aux auditeurs de Westrack, on va se dire à très bientôt. Aurore, merci beaucoup pour cet échange. Merci, Lucie. Et puis on laisse bien sûr le temps au public. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt. C'était le festival Les Révélations, 4e édition. Rendez-vous l'année prochaine pour d'autres rencontres.